Imaginez un instant, un petit port de pêche en Bretagne, un port battu par les vents. C'est ici, à Audierne, que des familles de marins vont réussir à bâtir des fortunes, à gravir tous les échelons de la société et finalement à transformer leur monde. C'est l'histoire de leur incroyable ascension qu'on va découvrir. Alors, au programme, on va d'abord voir comment ce petit port a pris son essor. Ensuite, on partira avec eux à la conquête des mers. Puis, on verra comment la richesse s'est transformée en ascension sociale, avant de s'intéresser aux périls qui ont provoqué leur déclin. Et pour finir, on découvrira l'héritage bien visible qu'ils ont laissé dans la pierre. Tout commence de manière très humble, vraiment. À la fin du Moyen-Âge, la vie au Cap-Sizon, elle est rythmée par deux choses, la pêche et l'agriculture. Franchement, personne n'aurait pu imaginer à l'époque que de ce quotidien allait naître une véritable dynastie de marchands. L'étincelle, en fait, ça a été le poisson séché. Ils ont eu cette idée, exporter leur merlu jusqu'à Bordeaux. Et là, l'idée de génie, ça a été de ne pas revenir avec les cales vides. Non. Après avoir vendu leur poisson, ils se sont mis à rapporter du sel, indispensable pour la conservation, et du vin. Et ce simple aller-retour, eh bien c'est ça qui a posé la toute première pierre de leur futur empire commercial. Ce premier succès, ce n'était qu'un début, bien sûr. L'ambition a vite pris le dessus, et les marins d'Audierne se sont lancés à l'assaut des mers, bien au-delà de leur horizon breton. Regardez un peu cette expansion, c'est impressionnant. En moins de 3 siècles, ce qui n'était qu'un petit commerce local est devenu un réseau tentaculaire. De Bordeaux à la Flandre, puis carrément en dominant les routes vers l'Espagne, la Zélande, ils sont devenus tout simplement incontournables dans le commerce maritime européen. Et leur domination est devenue écrasante. Pour qu'on se rende bien compte, il y a un chiffre qui dit tout. En 1516, 70% de tout le vin qui partait de Bordeaux, qui était l'un des plus grands ports d'Europe, eh bien, il voyageait sur des navires bretons. On parle d'un quasi-monopole du transport. C'est énorme. Mais attention, leur modèle économique était assez subtil. En fait, ils ne possédaient pas les précieuses cargaisons. Non, ils étaient les maîtres du transport. Leur fortune, elle ne reposait pas sur le risque commercial, mais sur leur savoir-faire maritime, leur expertise, qui était inégalée. Ils étaient en quelque sorte les rouages indispensables de toute l'économie européenne. Arrivé au XVIIe siècle, l'argent seul ne suffit plus. Toute cette richesse accumulée sur les mers va devenir un tremplin pour conquérir un tout nouveau territoire, celui du pouvoir, du prestige social. Et pour y arriver, ils ont suivi une stratégie très claire, en 4 étapes. D'abord, bien sûr, amasser une fortune en mer. Ensuite, convertir cet argent en terre, le symbole ultime de la noblesse à l'époque. Puis, on s'achète un titre, on ajoute Monsieur II à son nom. Et enfin, l'étape cruciale, assurer l'avenir en offrant aux fils des carrières dans le droit. C'était la naissance d'une toute nouvelle élite locale. Et cette ascension, ce n'est pas juste une théorie abstraite, elle porte des noms. Des noms de famille comme les Leclerc, les Ledefic ou encore les Leblouch qui sont devenus les symboles bien vivants de ce nouveau pouvoir. Ce tableau, il résume parfaitement leur vision à long terme. Le père est marchand, il risque sa vie en mer, mais le fils, lui, il devient avocat, procureur ou bailli. La fortune gagnée sur les flots était directement réinvestie dans le pouvoir des lois et de l'administration. C'était un héritage bien plus solide, bien plus durable. Mais cette ambition, elle avait aussi une part très sombre. Elle a mené à des destins, disons, exceptionnels, mais aussi moralement très complexes. C'est le cas de Claude-Hyacinthe Leblouch, qui a utilisé la fortune familiale pour devenir un riche et pieux planteur esclavagiste à Saint-Domingue. Mais voilà, cet âge d'or, cette prospérité qui avait été bâtie sur plusieurs générations, allait se révéler incroyablement fragile. Leur déclin a été provoqué par un étau qui s'est resserré sur eux. D'un côté, l'État français, qui avait besoin de marins pour sa marine de guerre, et qui venait se servir chez les meilleurs. Et de l'autre, les guerres incessantes avec l'Angleterre qui transformaient leur route commerciale en véritable champ de bataille. Le commerce, tout simplement, ne pouvait pas survivre à la guerre. Et le coût humain a été terrible, 100. Ce chiffre peut paraître froid, abstrait, mais il faut bien réaliser ce qu'il signifie 100 hommes. 100 hommes de cette petite communauté, morts en un seul jour, à bord d'un seul navire, pendant la guerre de 7 ans. Pour la région, c'était une véritable hécatombe. Même si les flottes marchandes ont disparu et que les fortunes se sont évanouies, les marchands d'Audierne ont quand même laissé derrière eux un héritage bien visible et permanent. Oui, leur héritage est littéralement gravé dans la pierre. Ils ont investi leur argent, pas seulement dans des manoirs, mais aussi dans les églises, les chapelles. C'était une façon de montrer leur piété, bien sûr, mais aussi leur richesse et d'ancrer leur pouvoir au cœur même de leur communauté. Et pour être bien sûr que personne n'oublie jamais d'où venait leur ascension, ils ont fait sculpter leurs navires directement sur les murs des églises. Le symbole de leur pouvoir commercial, immortalisé dans la pierre sacrée, pour l'éternité. Finalement,
Toute l'histoire de Dierne nous pose une question qui reste totalement d'actualité. Est-ce qu'une fortune bâtie sur le commerce, aussi puissante soit-elle, peut vraiment résister aux ambitions d'un empire ? C'est tout le dilemme entre la création de richesses et la logique, souvent destructrice, du pouvoir et de la guerre. Une leçon qui résonne encore très fort aujourd'hui.